Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du sage. Alors, coulisses du sage qui consiste à des podcasts qui tient à mettre en valeur des candidats, candidates qui sont passés par certains programmes du sage, dont aujourd'hui, on va parler de la mesure du soutien aux travailleurs autonomes. Alors, on a aujourd'hui, bien, en fait, avant de passer à mon invité, je vais juste me présenter. Alors, Michel Auger, je serai votre animateur pour le podcast d'aujourd'hui. Je suis directeur général par intérim du SAGE et à ce titre, bien, je tenais à faire quelques-unes de ces entrevues-là parce qu'on a, vous allez remarquer, des candidats vraiment vedettes, on pourrait les appeler ainsi. Je ne veux pas le mettre mal à l'aise en partant, mais c'en est un de nos candidats vedettes. Alors, Guillaume Mequel, qui est aujourd'hui avec nous, on va l'appeler un entrepreneur en série. Puis vous allez voir pourquoi au fur et à mesure du podcast, au fur et à mesure de l'entrevue, pourquoi on peut l'appeler un entrepreneur en série. Alors, Guillaume, bienvenue. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je disais, ce podcast-là tient à ce qu'on parle de vous, l'entrepreneur. Alors, je vais commencer par vous, avant l'entrepreneur. Guillaume, on va se tutoyer premièrement. Oui, OK? Ça va être plus parfait. simple. De toute façon, on se connaît d'autres vies antérieures aussi. Donc, Guillaume, j'aimerais ça t'entendre sur ton bagage personnel qui ont fait de toi aujourd'hui l'entrepreneur. Donc, académique. Donc, tu as étudié en quoi? J'ai étudié en communication et en marketing, donc au niveau universitaire. C'était vraiment des études pratiques dans ces domaines-là, avec quelques stages. C'est les domaines-là que j'ai étudiés. Donc, communication, marketing, comme tout entrepreneur, tu te dois être l'ambassadeur, de la mascotte de ton projet, de ton entreprise. Donc, le fait d'avoir étudié en communication et en marketing, c'est sûr que ça a eu un effet positif pour le lancement de tes entreprises. Exact. On gagnait Est-ce beaucoup de temps pour les premières étapes, Mhm. c'est-à-dire qu'on arrivait avec la méthodologie qu'on avait apprise en marketing à valider des choses et puis à ne pas se planter Mais sur le j'imagine, Guillaume, que quand tu étais à l'université, ton but, c'était peut-être d'aller travailler pour une grosse boîte de com comme Cossette, BCP et compagnie. Là, aujourd'hui, c'est Sidley. Donc, qu'est-ce qui a fait que ton parcours n'est pas allé là ou tu as peut-être travaillé quelques années avec ces gens-là là, pour te faire les dents, comme on dit, avant de démarrer ta propre entreprise, mais qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué d'aller travailler pour une grosse boîte de com versus partir la tienne? Ben, c'était un cours qu'on a eu en fait. C'était un cours qui était initiation à la programmation. Et au final, c'était un prof qui nous apprenait les rudiments vraiment de la programmation. Là, c'était au début des années 2000. Et pour nous faire travailler tout de suite dans le concret, il nous faisait créer un site Internet, donc une entreprise Internet finalement. Alors, en faisant ça, ben, c'est sûr que c'était un cours de 3 crédits, là, donc on n'allait pas faire autant d'apprentissage que si on faisait une maîtrise, par exemple, mais ça donnait déjà la base et puis ça m'a ouvert les yeux sur, ben, avec une idée, là, on peut quand même créer quelque chose et puis mettre quelque chose en place sur un site Internet et puis pouvoir tester. On n'est pas obligé d'avoir obligatoirement une entreprise, la brique et mortier ou vendre un produit tout de suite. On peut trouver un service et puis regarder ce qui se passe. On peut tester assez facilement. Donc, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille pour avoir ça. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait autour de moi, les besoins qu'il pouvait y avoir ou des choses comme ça. Puis, je suis resté quand même en observation quelques années. Je me renseignais, je regardais. Ça restait vraiment là des documents Word là, un peu inachevés. Où on écrivait des notes. Et puis après, quand j'ai eu une idée qui me semblait assez robuste pour passer à l'étape d'après, ben, je l'ai fait. Donc, cette simulation-là de démarrage Ouais, d'entreprise a fait que ce cas pratique-là t'a démontré la, que c'était faisable. Hein? exactement. Donc, c'était pas inatteignable, inaccessible de démarrer une entreprise pour toi. Parce
qu'on l'avait fait à travers un jeu amusant qui était, en fait, faisait partie d'un processus d'apprentissage du démarrage d'entreprise à travers une simulation. Exact. C'est bon parce que j'ai déjà travaillé chez Bell Canada dans le temps. OK. Et chez Bell, pour nous aider à comprendre mieux nos clients entrepreneurs, on passait à travers une semaine où on jouait avec une simulation d'entreprise qui devait mettre, on mettait 100 000 de publicité le mardi soir. Le mercredi matin, on arrivait, puis le jeu avait fait qu'on avait créé un monstre parce qu'il y avait eu beaucoup de ventes. OK. Là, on devenait en rupture de stock parce qu'on n'avait pas prévu avec cette publicité-là que c'était pour avoir un effet aussi rapide sur nos stocks. Donc, tout ce jeu-là, moi aussi, j'avais appris beaucoup de ça. Puis je dirais, moi aussi, ça m'a aidé à partir d'une entreprise après puis quitter Bell. OK. Fait que je peux te comprendre. Je peux te comprendre d'avoir fait ça. Mais aussi au niveau familial, au niveau ami, au niveau conjointe, est-ce que il y avait chez vous de l'ADN entrepreneurial là, qui aurait pu t'influencer? Dans ma famille, c'était plus au niveau des générations passées. Mes parents n'avaient pas tellement d'intérêt finalement pour les choses entrepreneuriales. C'était plus du côté de mes grands-parents et arrière-grands-parents. Eux, c'était dans le domaine du commerce. OK. Donc, ils avaient des épiceries finalement. À l'époque où il n'y avait pas encore les grandes surfaces, des choses comme ça. Donc, l'épicerie, c'était là où tout le monde allait faire ses courses finalement. Donc, au niveau familial, c'est au niveau de mes grands-parents, arrière-grands-parents. Et puis, j'ai des oncles qui avaient des compagnies dans le domaine de l'imprimerie. Mais moi, mes oncles, je ne les voyais pas comme des entrepreneurs parce que c'était mes oncles. Donc, je ne comprenais pas à ce moment-là encore qu'est-ce que c'était être un entrepreneur. C'était quoi les défis à travers quoi ils passaient. Donc, je ne savais pas encore à ce moment-là. C'est peut-être un peu plus tard, plus vers l'adolescence, quand j'ai commencé à sortir. Je suis sorti rapidement avec des gens plus âgés que moi. Et c'est des gens qui avaient des entreprises souvent. Donc, ça pouvait être OK. Donc, des restaurants, ils pouvaient avoir des entreprises de services conseils. Donc, j'entendais parler de ces choses-là. Je comprenais, on échangeait. Donc, c'était avec un environnement un peu dans donc lequel j'étais. c'est ton cercle social Exact. qui t'a influencé, ni plus ni moins, à voir ces gens-là qui avaient des petits commerces, soit de restauration, comme tu dis, ou autre, que tu as pu voir que ces gens-là, ben, finalement, c'était faisable. Hein. C'est ça, Encore une exactement. fois, en plus que le jeu, là, tu avais des cas réels qui gravitaient alentour de toi, puis qui pouvaient en témoigner, puis tu pouvais en plus, mais c'est un laboratoire, tu pouvais leur poser toutes les questions que tu voulais, là, étant donné que c'était des amis. Exact. Puis ils pouvaient partager aussi les avantages et les inconvénients d'être un entrepreneur aussi. Ouais, Donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic. exact. Alors, parle-moi du déclic. Le déclic, ça a été quand j'ai commencé à vouloir me chercher une idée finalement pour partir une entreprise. Puis j'ai commencé à regarder un peu des sites, j'ai commencé à naviguer, puis à essayer de trouver des problématiques aussi également. Et puis quand j'en ai trouvé une, ben, j'ai comme creusé un peu plus. J'ai regardé ce qu'il y avait, j'ai regardé ce qui se passait. Et puis c'est là que j'ai créé finalement mon premier service, là, qui était clicksoumission.com, donc qui était un site de demande de soumission en ligne. Donc pour essentiellement au début, c'était les travaux de rénovation et les services de déménagement. Donc ça, c'est les premiers services que j'avais créés. Euh, Au tout début, j'avais 5 services en rénovation, puis j'avais déménagement pour les particuliers et pour les entreprises. Donc j'ai commencé comme ça en 2007. OK. C'était en 2007. Et c'est à ce moment-là que tu t'es inscrit au SAGE, au programme de la mesure du soutien travailleur autonome. Exactement. À ce moment-là, la seule chose que j'avais, c'était mon idée, des pages de documentation, puis un logo que j'avais fait faire. Et puis après, je me suis dit, ben, je vais aller chercher, je vais aller voir ce qu'il y a au niveau des aides. Et puis, tout de suite, là, j'ai été orienté vers les services du SAGE où j'ai eu des rencontres, j'ai participé à des formations. Puis après, j'avais un conseiller qui m'était attitré, puis avec qui, là, je pouvais interagir en tout temps, là, différentes étapes de mon projet en fonction de mes besoins. OK. Alors, parle-moi de justement ce passage-là qui consistait à.
t'accompagnais dans l'élaboration de ton plan d'affaires, la validation du produit, du projet, de la formation, parce que tu avais droit à des sessions de formation, Ouais. que ce soit autant au niveau finance qu'au niveau marketing, au niveau gestion des opérations, etc. Alors, parle-moi un peu de ton passage, puis comment ça s'est fait avec le Sage. Ben, ça s'est fait très naturellement parce que bien sûr, mes besoins sont arrivés très vite. Et puis j'avais un interlocuteur avec qui je pouvais parler des besoins que j'avais, des défis, des questions que je me posais. Puis on m'orientait comme à la carte finalement vers les choses que j'avais besoin. J'ai été aussi mis après en contact avec des professionnels qui pouvaient m'accompagner euh, avec mes besoins. Donc ça m'a fait gagner vraiment beaucoup de temps puis beaucoup de crédibilité parce que très tôt, j'ai dû avoir des contrats finalement pour les entreprises que j'embarquais sur ma plateforme. Et puis quand ils voyaient que c'était un contrat qui avait été effectivement préparé par un avocat, qui était quand même solide, qui était juste et équitable pour eux et puis pour mon Ça t'amenait de la entreprise, crédibilité. ça m'amenait une crédibilité comparativement à quelqu'un qui va démarrer une plateforme comme ça, puis il n'y a pas vraiment de contrat, c'est rempli un formulaire et puis c'est correct. Bouillon Donc sur une c'est napkin. ça, donc j'avais quand même très rapidement quelque chose de très solide finalement. Donc ça m'a vraiment aidé. Et puis, des fois même pour des questions d'étapes de développement, tout de suite, on me dirigeait vers une ressource où on me connectait. Ah, mais tu sais, là, tu as cette idée, tu pourrais parler avec tel entrepreneur qui pourrait te donner des cues un peu parce qu'il a essayé de faire quelque chose comme ça. Il n'y avait pas encore tout cet écosystème-là, c'est 2007-2008, comme maintenant où c'est très simple de s'inscrire et puis d'échanger avec 10 entrepreneurs. Avant, c'était quand même assez isolé. Euh, Donc, le Sage servait pour toi de catalyseur pour essayer de te mettre un peu en relation avec les gens que tu pouvais avoir de besoin. c'est ça, Mais exactement. je suis content de te l'entendre dire parce que souvent, les gens qui vont se diriger vers la mesure de soutien travailleur autonome, ils sont plus attirés par le cachet parce qu'on sait que vous avez un support financier pendant un an pour vous aider à, à focaliser sur votre projet. Mais au-delà de tout ça, moi, ce que j'entends, c'est pas mal plus les conseils, mise en contact et les relations qu'on a pu t'offrir au niveau d'avocats ou tous les professionnels que tu avais besoin pour te donner cette crédibilité-là pour aller chercher ta clientèle. Exactement. Donc, toi, ce que tu as apprécié, je pense au-delà du financement, c'est justement tout le soutien technique et accompagnement qui était. En plus, tu avais une personne dédiée, Oui, juste pour toi. Donc, tu avais comme un conseiller privé. exactement. OK. Et puis, c'était en 2007-2008, là, il n'y avait pas encore toute l'information qui est disponible maintenant à 2-3 clics. Là. C'était quand même plus difficile d'avoir accès à ces informations-là ou des partages d'expériences ou des choses comme ça. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé de les avoir très tôt dans mon projet. OK. Donc là, on a parlé de ton background académique, ton background professionnel, ton cercle social qui a eu une influence sur Ouais. toi au point où ça t'a aidé à te lancer, à te donner la motivation de le faire. Euh, Ton passage au sage, moi, ce que j'aimerais t'entendre aujourd'hui, parce que je sais, là, parce qu'on en a parlé avant, je sais que tu as démarré plus qu'une entreprise. Puis celle dont on parle lors du passage au sage, Clic Soumission, ça a été vendu, cette entreprise-là. C'était acheté par quelqu'un. Vendu par toi, puis acheté par quelqu'un d'autre. Exactement. Puis c'est ça que je veux t'entendre. Est-ce que c'est toi qui l'as vendu ou c'est quelqu'un qui l'a acheté? Ou comment tu t'es senti là-dedans? Parce que je sais qui a acheté, là. Donc, est-ce que tu t'es senti comme David et Goliath dans tout ça? Comment ça s'est fait, cette transition-là, cette transaction-là, dans le fond? Ouais. Alors, au final, dans Click Soumission, on avait tout un tas de demandes qu'on n'arrivait pas à monétiser. Donc, les demandes de gros travaux, ça intéressait tout le monde. Refaire une cuisine, ajouter un étage à une maison. Tous les entrepreneurs voulaient ces demandes-là. Mais on avait des demandes de plus petite taille, des travaux plus modestes qui se retrouvaient toujours être non répondus. Euh, et puis, en regardant ça, on s'est dit, ben, on va essayer de partir une autre plateforme, mais spécialisée pour les plus petits travaux et les travaux urgents. Donc, quelqu'un qui a une fuite ou qui veut changer juste un chauffe-eau ou qui veut faire des petits travaux électriques. Euh, Nous, on n'avait pas de réponse parce qu'on avait des entrepreneurs électriciens qui voulaient refaire tout le filage d'une maison, par exemple, mais ils ne voulaient pas venir pour changer 2 interrupteurs. Donc, on a
essayé de partir une autre plateforme qui s'appelait helpme.ca. On l'a lancée avec succès. On a intégré un incubateur et puis un accélérateur avec cette entreprise-là. Et après, on a été approché par Desjardins qui étaient intéressés par cette plateforme-là. Donc, on a commencé à échanger avec eux autour de cette plateforme-là, puis de voir c'était quoi un peu leur projet. Donc, ça s'est tiré là sur plusieurs mois. On se faisait des présentations, on se posait des questions, on se faisait des ateliers de travail. Et puis après, on arrivait à un moment où ils nous ont formalisé une offre. Mais la surprise, c'était qu'ils ne voulaient pas nous acheter uniquement helpme.ca, la plateforme pour laquelle on se parlait, mais ils voulaient nous acheter les deux plateformes, ClickSoumission aussi. et helpme.ca. Donc, on a accueilli la nouvelle finalement, parce que nous, on n'était pas préparés à ça. On s'était fait à l'idée de laisser, par exemple, helpme.ca, mais l'autre, on avait encore des projets avec cette plateforme-là. Mais après, ça s'est fait très, très naturellement. Là, je reviens au conseil qu'on a pu avoir et puis au réseau qu'on a pu avoir. On était quand même relativement bien préparés parce qu'on avait avocats et comptables de longue date qui connaissaient nos opérations, qui savaient où on en était, qui savaient comment on avait travaillé. Donc, dès qu'on a activé le mode on se prépare à une transaction, ils nous ont accompagnés finalement à chaque étape. Donc, à chaque fois qu'on se préparait à parler à Desjardins, on se faisait un meeting. À chaque fois qu'on avait parlé à Desjardins, on se refaisait un meeting pour ajuster la stratégie finalement au fur et à mesure. Est-ce que tu as senti que Desjardins, par la grosseur de l'institution, ont utilisé un rapport de force ou tu t'es senti respecté dans tout ça? Comment ça s'est fait? C'est sûr que c'est Desjardins qui nous parle. Là. Donc, oui, c'est Desjardins qui s'annonce si on ne vend pas comme un concurrent potentiel. Donc ça, on devait l'avoir dans l'équation. Mais ça ne m'a pas plus dérangé que ça parce que je me suis dit, si Desjardins s'y intéresse, Banque Nationale va s'y intéresser. Si Banque Nationale s'y intéresse, notre compagnie d'assurance pourrait s'y intéresser aussi. Donc, ça ne m'a pas inquiété. Et puis, ils n'ont pas eu cette attitude-là non plus. C'est-à-dire que eux, leur objectif, là, c'était vraiment d'intégrer un service pour créer un service auquel ils avaient pensé. Et puis, leur postulat de départ, là, c'était vraiment apporter de la valeur aux membres. Donc, eux, ils voulaient vraiment créer un service pour apporter de la valeur aux membres et puis permettre de les faire cheminer dans toutes leurs activités de propriétaires, finalement. Ouais, mais stratégiquement aussi, eux, c'est parce qu'ils voulaient financer ces projets-là. C'est ça, exactement. C'est sûr que, donc, il y avait pour eux, il y avait le beau jeu, là. Ils pouvaient offrir le financement, donc ils allaient chercher ce financement-là. Ils le volaient finalement aux concurrents. C'était pas la Banque nationale ou la CIBC ou la Banque de Montréal qui était pour avoir le financement des projets. Exact. C'était eux. Donc, il y avait cette forme d'exclusivité-là. Quoique le client chez ClickSoumission aujourd'hui peut encore utiliser sa banque royale pour se faire financer un projet chez ClickSoumission? Oui, là, ClickSoumission et puis helpme.ca, ça a été intégré dans une autre compagnie que Desjardins a créée finalement, qui s'appelle ProAssistance. Le client, il peut choisir son assistant. C'est exactement. Sauf que c'est beaucoup plus facile avec Desjardins. Exact. Et puis Desjardins, là, est vraiment en train de se positionner dans le secteur de l'habitation. Donc, ils ont acheté helpme.ca, ClickSoumission, ils ont acheté Renault Assistance, et puis ils ont acheté aussi, il y a 2 ou 3 ans, je pense, du Proprio. Mm-hmm. Donc, ils sont vraiment là placés dans le secteur de l'habitation, finalement. OK. Donc, c'est faisable. Parce que dans le fond, aujourd'hui, on s'adresse à des entrepreneurs qui vont possiblement passer chez nous, ou des entrepreneurs qui sont passés chez nous, qui ont démarré leur entreprise, d'autres qui vont démarrer bientôt. Donc, c'est quelque chose de faisable, c'est atteignable, accessible, de vendre son entreprise. Oui. Est-ce que tu penses que tu aurais pu attendre 1 an ou 2 de plus pour grossir encore plus l'achalandage et d'avoir un meilleur prix? Ou si tu penses que le moment où tu l'as fait, c'était quand même un bon moment pour toi? D'un point de vue économique, c'est sûr que j'aurais sans doute pu attendre puis développer d'autres choses. Mais j'arrivais à un moment où je voulais peut-être aussi changer de domaine, c'est-à-dire entreprendre dans un autre domaine. J'avais d'autres idées. Donc, pour moi, c'était le bon moment aussi de me séparer de ces entreprises-là pour pouvoir te libérer, passer à autre chose et puis changer complètement de domaine parce que j'avais d'autres idées.
Et puis, mon contrat de vente pour les deux compagnies était assujetti aussi à une période d'emploi pour Desjardins. Donc, j'avais un nombre de mois minimum pendant lesquels je devais les accompagner pour Ben lancer oui, leur transfert de solution. connaissances. Exactement. Donc, et puis, quand je travaillais avec eux, c'est sûr qu'il y avait d'autres idées qu'eux avaient aussi dans d'autres domaines. Donc, on en échangeait, on en entendait parler. Et puis, moi, je ne voulais pas que ça me bloque aussi avec mes propres idées que je pouvais avoir. C'est sûr que j'ai des exclusions là pour quelques années encore au niveau des territoires et puis des domaines de l'habitation. Mais il y a d'autres domaines qui sont des domaines économiquement intéressants euh, sur lesquels moi, je voulais prendre action. Puis j'imaginais très bien qu'ils allaient y aller dans 6 mois, 1 an ou 2. Mm. Donc, c'est pour ça qu'en janvier 2022, finalement, j'ai quitté l'entreprise qui a été lancée par Desjardins pour créer ma propre compagnie, finalement. Allons-y. Tu viens de mettre la table Exactement. pour la nouvelle compagnie. Exactement. J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que, étant donné que tu as l'expérience antérieure d'en avoir démarré 2, 3, on ne calculera même pas le simulateur qu'il y en a une Oui. autre, dans le fond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la nouvelle idée? Qu'est-ce que tu as lancé? Et parle-moi de la stratégie derrière le service que tu as. Oui, alors la nouvelle compagnie que j'ai lancée s'appelle Pitchicar. Donc, c'est un service en ligne sur lequel on peut réserver des services d'accompagnement dans le cadre d'un achat d'une voiture automobile d'occasion. Alors, on peut réserver une inspection mécanique avant l'achat et puis on peut faire du financement, aller chercher des garanties spéciales pour des véhicules d'occasion, même s'ils ne sont pas achetés chez un concessionnaire, et avoir aussi des services pour sécuriser la transaction. Donc, comme un contrat de vente, parce que le contrat de vente entre particuliers n'est pas obligatoire, mais ça vient quand même sécuriser certains éléments de la transaction. Et puis, un élément qui fait un peu peur à tous ceux qui achètent ou qui vendent une voiture, c'est le paiement. Est-ce que c'est un vrai chèque? Est-ce que je vais vraiment avoir les fonds? Est-ce qu'il n'y a pas de dette sur la voiture? Donc là aussi, on a proposé une solution finalement pour sécuriser cet aspect-là, tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Intéressant. Et puis, est-ce que ça fait peur aux vendeurs, ça? Parce que c'est sûr, ça protège l'acheteur, de ce que je peux comprendre. Ça protège l'acheteur, mais pour le vendeur, est-ce que lui, il y a des bénéfices là-dedans? Le vendeur, ben, oui, il a quand même des bénéfices parce que si la voiture est inspectée, la personne ne pourra pas revenir contre lui pour des bris Vice ou caché. autre, pour vice caché parce qu'il y a un rapport d'inspection. Ben, vous avez acheté en connaissance de cause, exactement comme pour les maisons. Ceux qui ont acheté sans inspection, ben, ils ont beaucoup de moins de recours que ceux qui ont acheté avec inspection. Euh, donc, ça sécurise à ce niveau-là, puis ça le sécurise aussi pour son paiement. Donc, le produit Est-ce de la que ça vente peut qu'il va augmenter avoir. aussi son bassin d'acheteurs potentiels? Est-ce qu'il profite de votre pouvoir? Tous les gens qui viennent vers vous pour acheter une auto usagée, est-ce que vous avez l'opportunité de les mettre directement en relation avec ceux qui sont vendeurs? Non, on n'a pas Non? activé encore cet aspect du service-là, le matchmaking. OK. Mais on y pense pour plus tard. On veut d'abord bien servir les clients sur ces aspects-là. Mais après, c'est définitivement quelque chose qu'on va amener. Là, c'est un peu plus difficile avec le contexte du marché de l'automobile, où il y a des listes d'attente Pénurie. pour avoir un véhicule neuf et puis une pénurie de véhicules d'occasion ou des véhicules d'occasion à prix fou. Là, on sait exactement. Du jamais vu, hein? Non, c'est du jamais vu. Et puis, si quelqu'un vient voir un vendeur et lui dit bah, attends, je vais le faire inspecter, il va dire ben non, regarde, laisse, je vais prendre le prochain parce qu'il y a 4 personnes là, qui attendent un retour. Donc là, ça commence à se replacer. Mais c'est un peu comme on a vécu dans les maisons. Exactement. Il y a des gens qui ne faisaient pas l'inspection du bâtiment, ils achetaient les 2 yeux fermés. Exactement. Parce qu'ils ne voulaient pas perdre le deal. C'est ça. Alors, c'est la même chose qu'on voit dans l'automobile. Exact. Mais, puis je ne vois pas, en 2022, je ne pense pas que ça va ralentir. Là. Je pense qu'on est pris avec ça jusqu'à la fin de l'année. Oui, ben, j'ai commencé à parler avec des gens. Au Québec, c'est sûr que ça resterait, mais j'ai parlé avec des gens qui sont dans l'assurance ou dans le monde des garanties. Et eux commencent à voir un changement à l'extérieur du Québec, où ça recommence à reprendre de manière un peu plus saine, on va dire. Donc, il y a espoir. Exactement. Okay. Tant mieux. Exactement. Tant mieux parce que je fais partie de ceux qui vont magasiner une auto en 2023. Okay. J'espère que les prix vont descendre un peu. Ou sans qu'ils descendent, au moins,
qu'il y en ait de la disponibilité. Parce que là, il n'y en a pas d'auto, là. Oui, oui, exact. Et puis aussi, il y a un autre défi, là, même quand on achète une voiture neuve, ce qui commence à y avoir, c'est des gens qui ont acheté un véhicule, qui ont payé pour des options, mais quand on vous remet le véhicule, Les options ne sont il pas n'a là. pas ces options-là. Donc, c'est un beau problème. OK. Alors, donc, cette entreprise-là, tu l'as démarrée quand? J'ai commencé à travailler dessus vraiment de manière très légère là, à partir de l'été 2021. OK. Donc, documenter, commencer à préparer des choses. Et puis après, je l'ai officiellement lancé en janvier 2022. Lorsque tu as eu ta libération, Exactement. entre Exactement. guillemets, de Desjardins. OK. Est-ce que tu l'as parti seul? Oui. OK. Est-ce que toutes les entreprises que tu as démarrées, tu étais seul ou tu avais parfois un associé? J'avais des associés qui sont rentrés en cours de route pour Click Soumission. Et après, l'autre compagnie, helpme.ca, là, je l'avais fondée avec un des associés que j'avais dans Click Soumission. Parfait. C'est un aspect que j'aimerais t'entendre, Guillaume, parce que la question nous est souvent posée. Oui. OK? Est-ce que je suis mieux de démarrer seul? Est-ce que je suis mieux de démarrer avec un associé ou deux? Si je dois aller avec un associé, comment je fais pour trouver le bon associé? Comment on fait pour déterminer quelle sorte d'associé on veut? Comment on trouve ou on détermine cette complémentarité-là qu'on recherche, dans le fond, pour une association? À moins que ce soit une association carrément juste pour du financement, là, ce qu'on appelle un ange financier qui vient supporter, mettre de l'essence dans votre véhicule. Là. Ouais. Mais OK, mais si tu as on va dire un associé qui va être actif dans l'entreprise avec toi, alors comment tu fais pour le sélectionner? C'est sûr que ça dépend du stade auquel on est. Et puis, c'est surtout conditionné par nos capacités, nos possibilités. On va chercher quelqu'un avec qui on va se compléter pour les projets qu'on a pour l'entreprise. Mais il faut qu'il y ait aussi une chimie, parce qu'on va passer beaucoup de temps, on va beaucoup échanger avec la personne. Euh, on va se chicaner aussi. Des fois, on ne va pas être d'accord. On va devoir la convaincre. On va devoir accepter de se laisser convaincre. Alors, c'est un peu comme Ce qui n'est pas mauvais en une soi. relation. Hein? Non, c'est bon, mais il faut être prêt à ça. Parce que, admettons qu'on commence l'entreprise, on pense qu'on l'a lancée, on pense qu'on a la paternité ad vitam aeternam dessus, mais que si on fait rentrer quelqu'un dedans, on doit accepter qu'il vienne peut-être remettre en question certaines idées, certains projets ou qu'il challenge certaines choses. Donc, il faut être ouvert à ça, prêt à ça. Et puis aussi, être sûr que la personne va vraiment apporter ce qu'on attend qu'elle apporte. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires là où il y a des gens qui s'associent. Sur le papier, au départ, ça a l'air super, mais finalement, la personne n'est pas vraiment impliquée ou autre. Donc, il faut vraiment être sûr des forces déjà de la personne et puis qu'elle va pouvoir Combler nos lacunes. combler nos lacunes ou nous permettre d'apprendre aussi d'elle. D'aller plus vite. Exactement. Donc, des fois, c'est un gain de temps aussi. Et puis, très rapidement, je pense qu'il faut aborder le point aussi plus légal de la convention entre actionnaires, parce que c'est ce qui va vraiment coucher Là, finalement tu touches un point, là, Guillaume. ce qu'on Là. va faire. Et puis, il faut vraiment le faire parce que les gens se rendent compte qu'ils n'en ont pas quand ils en auraient besoin. Donc, ça, c'est le côté plus légal, là, plus formel, auquel il faut vraiment penser très tôt. C'est vraiment de l'argent qui est très, très bien investi. Et puis surtout, si après, vous se faire acheter ou autre, c'est des documents qu'il faut pouvoir présenter pour garder une certaine crédibilité. Parce que sinon... Pas juste ça. Si tu as besoin de financement, tu t'adresses à un banquier ou à une institution prêteuse, tu vas aller chercher 100 000, 200 000 de fonds de roulement parce que là, ton idée, là, c'est prêt à aller à fond. Le prêteur, là, s'il voit que vous êtes deux associés et vous n'avez pas de convention entre vous, là, il voit ça comme un gros drapeau rouge, là, OK? Parce que il y a un risque si jamais il y a une friction entre les deux qui peut amener à une séparation. Ben, manifestement, ça va fragiliser l'entreprise. Ouais. Puis fragiliser l'entreprise pour le prêteur, ça veut dire que ça se peut qu'il y a peut-être même un risque de fermeture ou de faillite potentielle ou de dérapage qui va faire qu'eux, ils vont perdre leur argent. Donc, eux autres aussi, ils veulent être sécurisés par une convention entre actionnaires. Mais la convention entre actionnaires, là, souvent les gens banalisent ça. Bah, on a 26, 28 ans, ça va bien, on est des amis de longue date, on s'est connus au secondaire, on a fait le cégep ensemble, on a fait
les 200 coups ensemble quand on était jeunes, puis bon, on se connaît. Mais arrive un accident, okay? Puis on ne le souhaite pas à personne, tu vas en ski, puis là, ben, tu as un accident dramatique, tu deviens paraplégique, tu ne peux plus opérer dans cette entreprise-là, ou pire que ça, tu meurs. Le décès d'un associé, s'il n'y a pas de convention entre actionnaires, ben, tes nouveaux associés, ça va être ses héritiers légaux, là. Sa femme puis son enfant. Est-ce que c'est ça que tu veux avoir comme nouveau partenaire? Tu sais? Fait que c'est ce qu'il faut penser lorsqu'on fait une association. Puis j'ai bien aimé ce que tu as dit, qu'il ne faut pas lésiner là-dessus. C'est un bon investissement d'avoir une convention entre actionnaires. Bon, ceci étant dit, là, l'autre question qu'on me pose souvent, oui, c'est beau, là, je vais avoir un actionnaire. Est-ce que je suis mieux d'aller 50-50 ou garder le pouvoir puis y aller à 51-49 ou 60-40, peu importe. Là. De ton côté, comment l'actionnariat était fait avec tes associés? Nous, on a fait une discussion là vraiment ouverte avec les différentes possibilités. On a fait des scénarios, puis on a essayé de quantifier nos efforts, puis quantifier la valeur finalement de ce qu'on allait apporter. Donc, moi, mes associés, ils étaient dans le domaine de la programmation. Donc, on a quantifié combien ça coûte leur travail, combien ça coûte ce qu'ils peuvent apporter. Et puis, on a trouvé assez rapidement quand même une formule qui correspondait à tous. Et puis, on l'a gardé jusqu'à la fin. Là, donc, personne ne se sentait lésé ou contraint là-dedans. Là. Non, exactement. On l'a trouvé assez rapidement après quelques échanges. Mais on a vraiment fait un exercice comptable finalement, là, mathématique un peu, de dire, ben voilà, ce que tu peux apporter, ça vaudrait tant. On part du principe que tu l'apporteras sur telle fenêtre. Et puis, on est arrivé à un partage là qui nous De toute façon, l'actionnariat, lorsqu'on est incorporé, c'est différent des salaires aussi. Oui, exactement. Vous pouvez être 50-50, mais il y en a un qui a 20 000 de salaire de plus que l'autre parce qu'il est beaucoup impliqué. Exact. Il est beaucoup plus impliqué au niveau des opérations. Donc, ça aussi, ça peut avoir à jouer. J'imagine que vous avez négocié ça aussi. Oui, aussi, là, c'était pris en compte. Ça. OK. Et est-ce que tu as vécu... est-ce que c'était positif ou négatif au final d'avoir les associés? Mais c'était très positif parce qu'on se complétait vraiment bien. On a pu amener l'entreprise jusqu'à une étape intéressante pour les deux entreprises. Mais on s'était mis quand même certaines règles. Et puis une règle que je partage souvent, là, c'était qu'on avait 3 occasions pour se convaincre d'un changement ou autre. Donc, on avait comme 3 coups. À la quatrième, on arrêtait d'en parler parce qu'on n'avait pas réussi à la convaincre. Donc, on se préparait mieux, on travaillait plus nos arguments, puis on se les présentait. Puis, des fois, là, ça ne passait pas dans un sens comme dans l'autre. Mais on s'était mis cette règle-là pour ne pas perdre trop de temps finalement. Ah non, mais on devrait essayer ça, on devrait essayer ça. OK. Donc, ça nous a bien aidé comme règle. Et la communication, j'imagine. Des réunions fréquentes. Oui, exactement. J'avais la chance d'avoir des personnes qui avaient des profils TI, mais qui étaient d'excellents communicateurs. Donc, tant pour donner la communication que pour la recevoir. On se comprenait vraiment bien. Des fois, on peut tomber sur des personnes avec qui on a un peu plus de mal à communiquer ou à comprendre des enjeux plus marketing, opérationnel ou vente. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Là, mes associés, là, ça allait très, très bien par rapport à ça. Puis là, aujourd'hui, dans l'entreprise que tu viens de démarrer, tu es seul. Oui, exactement. Tu as choisi d'être seul. Oui. Parce que manifestement, tu aurais pu aller chercher des programmeurs encore. Tu en connais, là, des gens de TI. Là. Parce que ta solution, ça passe encore par une plateforme. Oui. Okay. Donc, tu as sous-traité la technologie d'information ou... Oui, exactement. C'est-à-dire que j'ai la chance maintenant d'avoir un peu plus de moyens que pour les autres plateformes. Donc, pour aller chercher de l'expertise, je peux la payer finalement. Donc, je suis allé chercher vraiment des sous-traitants qui ont réalisé ce que j'avais besoin de réaliser. Et après, tout le reste, là, je le fais à l'interne. Une autre question qu'on me pose souvent, quand je veux aller chercher un sous-traitant comme ça, et puis que là, je suis obligé de vraiment m'ouvrir parce que plus je vais lui donner d'informations, plus il va être capable de me sortir de la plateforme idéale pour mon idée. Quels sont les risques que je me fasse voler mon idée? Comment je fais pour me protéger face à ça? Oui, c'est sûr qu'il y a des contrats types
qu'on peut avoir. Si c'est une agence ou un partenaire sérieux, il aura déjà un modèle de contrat. On peut avoir ses propres modèles de contrat. Mais c'est sûr que l'idée qu'on a, on n'est pas le premier à l'avoir eu. Quelqu'un l'a déjà eu. Quelqu'un est déjà en train de l'avoir et travailler dessus aussi. Comme on dit, là, c'est souvent l'exécution qui va faire la différence. Alors, c'est sûr que oui, on va se protéger là par rapport à de la propriété intellectuelle, des choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'il faille se censurer ou pas trop en dire sur son projet quand on fait affaire avec quelqu'un. C'est sûr il faut savoir là quoi dire, quoi pas dire. Mais si on n'en dit pas assez, on n'aura pas le bon livrable non plus, là. Donc, c'est un C'est équilibre ça. à trouver. Et puis, quand même, aller avec des partenaires de confiance, donc ils peuvent vous avoir été référés par quelqu'un qui a déjà fait affaire avec eux, ou des fois les gens n'ont pas nécessairement le budget, là, mais avec des grosses compagnies, on est quand même plus sûr qu'il n'y ait pas ce genre de choses parce que la confidentialité est beaucoup plus présente. Euh, donc, ça serait, encore une fois, là, c'est d'en avoir parlé avec son avocat, avoir un modèle de contrat à soi si l'entreprise n'en a pas un. Si l'entreprise en a un, envoyez-le à votre avocat. Il va le lire, là, une petite heure, 1 heure et demie. Puis au moins, il vous indiquera qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui est correct, ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant de penser à le faire, finalement. Donc, là, démarré en janvier Oui, de cette année, n'est-ce pas? exact. Euh, la courbe des ventes, comment va-t-elle, compte tenu du marché qui est difficile, là, Ben, c'est ça, elle est très, pour l'instant, elle n'est pas du tout comme prévu. comme prévu? Mais finalement, pour nous, c'est pas encore embêtant. Ça nous permet Rodé. de rôder, de corriger certaines choses, de nous améliorer plus rapidement sur d'autres aspects. Donc là, on travaille beaucoup à notre référencement organique pour être prêt quand le marché va repartir. Euh, donc c'est sûr que là, l'inventaire est quand même relativement bas. L'inspection peut faire perdre un achat finalement à quelqu'un qui va acheter une voiture. Donc c'est pas la meilleure période pour le moment, mais il y a des produits qu'on arrive quand même bien à pousser là, comme les assurances, le financement qui est en train d'augmenter aussi beaucoup, et les garanties. Donc obtenir des garanties pour des voitures d'occasion. Je t'entendais parler d'un des produits que vous offrez, là, qui est sûrement très prisé par vos clients, c'est l'inspection du véhicule. Ouais. Hein. Puis là, ben, moi, tout de suite, comme entrepreneur, je me dis, c'est correct, on part cette plateforme-là, mais ma plateforme, disons que géographiquement, elle couvre l'ensemble du Québec. Il arrive quoi si j'ai un client qui va avoir une inspection de véhicule, mais qui est basé à Val-d'Or? Est-ce que j'ai le mécanicien est-ce que j'ai des mécaniciens qui ratissent le territoire au complet pour pouvoir offrir une standardisation de service, peu importe si mon client potentiel est à Gaspé, à Chicoutimi, Val-d'Or ou Montréal, Ouais, mais pour l'instant, ça, on ne l'a pas là. Puis c'est le même problème qu'on avait avec les autres avec plateformes. les autres plateformes? C'est-à-dire que on l'a vu là, par exemple, si on regarde l'exemple de Val d'Or, un entrepreneur a déjà une telle notoriété sur place qu'il n'a pas besoin d'un service qui va lui ramener de la business parce qu'il en a assez. Donc, le Euh, côté rural c'est fait que ça, c'est plus difficile à exactement. pénétrer. C'est ça. Parce qu'il n'a pas besoin de publicité, tout le monde le connaît déjà, et puis il travaille sur ce rayon-là. C'est sûr que là, le service, on le lance d'abord sur les gros centres urbains. OK. Et puis, c'est toujours le problème de croître en région, finalement, pour toutes ces plateformes-là. C'est un véritable enjeu. Euh, mais peut-être qu'on trouvera le levier. Des fois, ça peut être d'avoir des partenaires sur place qui ne sont pas nécessairement des centres mécaniques physiques, mais des gens qui travaillent dans l'industrie, qui pourraient aller faire des inspections sur place. Il y a quand même d'autres possibilités qu'on pourrait mettre en place. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur les centres urbains. Là, présentement, c'est des véhicules pour particuliers. Ouais. Est-ce que vous êtes dans les VR, par exemple, aussi? Ou, ça, c'est un autre marché, là? Non, pour l'instant, on se concentre là uniquement sur vraiment Sur les autos, les autos. électriques ou non, ou Exact. hybrides. Exact. OK. Et on va revenir encore au tout début là, de Oui. ton démarrage. Tu passes par le sage, influencé par des amis, tout ça. Influencé positivement d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner ou comment tu pourrais, toi, pouvoir influencer positivement des gens à se lancer en affaires?
Ben, on entend souvent l'expression là, faire le grand saut, des choses comme ça, se lancer. C'est quand même des mots qui sont relativement forts, mais finalement, c'est pas si difficile que ça. Si la personne se prépare bien, si la personne met pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, ça peut être très facile de le faire. Euh, il faut juste euh, tester pour être sûr que ça correspond vraiment à un besoin. Ne pas hésiter à se créer un produit minimum viable, comme on Mais dit, comment on fait pour un MVP. tester? Comment on fait pour Mais c'est tester? très simple. Il y a 20 ans, c'était difficile là, de tester un produit, mais maintenant, en quelques heures, on peut tester quelque chose. C'est très simple, en ligne. On se prend Réseaux un sociaux? abonnement sur un service comme Unbounce, on se crée une fausse page, euh, on met de la pub sur Facebook, sur Google AdWords, on teste et puis on voit si ça correspond à un besoin ou pas. Ça peut se faire à l'intérieur de 2 semaines. Maintenant, c'est très facile d'avoir un site web qui va projeter une image corporative très forte pour très peu. Il suffit juste de savoir mettre la bonne image, savoir mettre les bons mots, véhiculer le bon message. C'est très simple. Donc maintenant, ça n'a jamais été aussi simple de tester une idée. Si on regarde ça, là, surtout avec le numérique. Donc, essayez. S'il y a un market fit, continuez. Continuez. Moi, Click Soumission, avant que ça soit une grosse plateforme technologique, c'était à la mitaine. C'était un formulaire. Je recevais ça, je rentrais ça dans un Excel. J'envoyais à la main aux 4-5 entreprises. Elle me disait oui, je la prends. Il me la prend. Je lui vendais 5 dollars. Je facturais à la fin du mois. Ce n'était pas tout de suite quelque chose d'automatisé et puis vraiment de très robuste. Là. Donc, et puis, je parle avec beaucoup de gens qui sont dans des très grandes entreprises au Québec. Vous seriez étonné de voir quel module de quelle entreprise fonctionne à la main. Avec un fichier Excel où c'est relié à un Google Drive. Mais c'est des grosses entreprises, là. On parle d'entreprises cotées en bourse. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir la Ferrari pour aller rouler en ville. Mhm. On va prendre sa carte aux puces et puis faire un trajet et puis tester des choses. Et puis, s'il y a un market fit, ça va marcher tout de suite. Et Donc, puis, ça va être la clé pour la prochaine étape. donc, pour toi, ce que j'entends, c'est oui, tu as l'idée, mais validation très important. Ouais. OK. Donc, validation assure un pourcentage de réussite plus grand. Ouais. À l'inverse, quel conseil tu pourrais donner ou quel piège à éviter lorsqu'on veut démarrer une entreprise? Avec l'expérience que tu as aujourd'hui. Mais de ne pas vouloir la grossir trop vite. Respecter les premières étapes naturelles de croissance et puis la bonne compréhension finalement des besoins de ses clients. Ça serait vraiment ça. Et puis, ça serait aussi de ne pas se lancer dans trop de choses pour créer une valeur plus grande. Par exemple, moi, avec l'X-Soumission, au début, dès que j'avais mes 5 domaines qui marchaient bien, tout de suite, j'ai voulu ajouter plein de domaines. C'est Parce ça que que je me j'allais te suis dit, demander. si j'ajoute 10 autres domaines, je vais avoir 10 fois plus, puis ainsi de suite. Et finalement, avec le temps, je l'aurais peut-être fait différemment, ça. C'est-à-dire que je n'aurais pas ajouté autant de domaines, je n'aurais pas ajouté certains domaines, et j'aurais mis vraiment mon focus là sur certains domaines. Donc, des fois, ce n'est pas parce que tu penses que tu peux ajouter des domaines que tu vas croître naturellement par le nombre d'ajouts de tes domaines. Là. Donc, c'est vraiment documenter ça aussi. Donc, un des conseils, c'est de ne pas essayer d'aller trop vite, C'est ça. bien digérer chaque étape de croissance. Exact. Donc, tu as connu, disons, essayer toutes sortes de domaines, puis mettre la charrue devant les bœufs, comme tu avais dit précédemment. As-tu aussi eu comme problème un problème de croissance où tu as été victime de ton succès, puis tu avais de la difficulté à gérer la demande dans une des entreprises? Ça, on l'a eu quand des entrepreneurs, on l'avait cycliquement finalement, au printemps et à l'été, quand les entrepreneurs Saisonnalité? sont très occupés par leurs propres demandes, ben, ils délaissaient nos demandes. Donc ça, Donc, c'était... qui faisait mal à la réputation de ta plateforme. Oui, ben, c'est ça. Donc, mais très vite, on a pu dire aux personnes que les entrepreneurs de notre réseau ben, étaient déjà occupés avec des projets, puis que s'ils avaient une autre fenêtre de réalisation, s'ils nous disaient non, ben, on essayait de les diriger vers d'autres sources pour trouver des entrepreneurs. Euh, donc ça, c'est arrivé. Puis une autre fois aussi, ça a été plus brutal. Et puis,
on a eu un déclassement Google. Donc là, c'était l'inverse. C'était nos entrepreneurs qui ne recevaient plus de projets. Donc, Bad ça, reviews. exactement, c'était plus dans le moteur de recherche qu'on avait été déclassé. Donc, ça nous a pris quelques mois pour reprendre nos positions, pour remonter. Donc là, c'était avec les entreprises. Et puis une autre fois aussi, toujours dans Click Soumission, on a eu un problème d'envoi des messages. Donc nos alertes ne rentraient plus dans le courriel de nos entrepreneurs. Donc là, on a dû faire des démarches auprès de Microsoft aux USA, Wow. avec des recommandés, avec des choses comme ça, pour se faire remettre euh, dans le bon dossier, là, finalement, qu'on était legit, qui voulait nous recevoir nos courriels, qui les attendaient, qu'ils en avaient besoin pour le développement de leur entreprise. Mais là encore, ça a pris un petit moment. Hein. Fait que les problèmes de croissance que je peux comprendre, c'était des problèmes de ne pas être capable de suffire à la demande lors de pics saisonniers Exact. et des problèmes techniques hors de votre contrôle souvent qui venaient affecter votre croissance ou votre décroissance. Là, ça peut amener à une décroissance. Donc, vous n'avez jamais eu, par contre, des problèmes financiers pour supporter une croissance? Non, on avait de la chance là, à ce niveau-là. On avait toujours quand même des ventes régulières qui nous permettaient De financer votre d'aller croissance? financer notre croissance. Et puis, c'est sûr qu'au début, c'était beaucoup les coûts de programmation qui étaient des grosses dépenses. Et après, c'était les coûts marketing d'acquisition de clients. On avait la chance d'avoir un très bon positionnement organique. Donc, ça nous permettait d'avoir quand même beaucoup de demandes sans dépenser beaucoup d'argent. Parce que c'était devenu vraiment très, très cher. Là. En 2007, je me souviens avoir payé 22 sous un clic. Et puis là, pour le même domaine, maintenant, là, je paierais $30 pour un clic. Ce n'est pas une demande, c'est juste une visite sur mon site. Ah, mon Dieu. Donc, on avait vraiment de la chance là, d'avoir un bon Ah ouais. positionnement organique. Tu as parlé au début aussi en 2007, quand tu as démarré ton entreprise, l'écosystème n'était pas aussi à point ou l'offre pour les entrepreneurs en démarrage n'était pas aussi grande qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais. Okay? Donc, on a un écosystème qui favorise beaucoup le démarrage d'entreprise. On parle d'incubateurs. D'ailleurs, on s'est connu dans un incubateur. Accélérateur. On a tous les pôles universitaires à Montréal qui sont là justement pour stimuler l'entrepreneuriat aussi. Sans compter les autres institutions qui sont là pour accompagner autant financièrement que technique nos entrepreneurs. Donc, oui, je le sais qu'elle est beaucoup plus grande, mais en même temps, comment on fait pour se démêler tout ça quand on veut démarrer une entreprise? Il y en a tellement maintenant que là, c'est un phénomène inverse. Je m'adresse à qui? Oui, ben, c'est une question qu'un ami entrepreneur m'avait posée là, parce que lui, il se préparait à lancer un projet. Et il me disait, mais je vais où? Donc moi, je lui ai expliqué où j'avais été, ce qui s'était passé. Et puis, je lui avais dit, il faut que tu saches, avant de rentrer quelque part, c'est quoi tes objectifs à toi. C'est Regarde ça. pas ce qu'eux vont te proposer, mais regarde, toi, qu'est-ce que tu attends. Et essaye de trouver un match avec ça. Et puis, bien souvent, ça sera peut-être une combinaison d'organismes ou de programmes qui vont te convenir. Donc, tu vas devoir butiner. Aller prendre ça ici, t'inscrire après ici, parce que tous les incubateurs ou toutes les structures ne vont pas t'apporter la même chose au même degré. Donc, tu dois essayer de trouver finalement de quoi tu as besoin pour t'amener où tu veux arriver. Donc, c'est essayer de regarder. Là, les programmes maintenant sont vraiment bien documentés. On peut facilement retrouver sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes des gens qui sont déjà passés par tel ou tel programme. Ça se fait de contacter quelqu'un, puis lui demander 5 minutes pour échanger, avoir son feedback et tout. Et puis, ça permet vraiment de savoir à quoi s'attendre. OK. Ben, dans ton cas, toi, chez nous, avec la mesure STA, parce que tu parles de combinaison, Ouais. il n'y a rien qui empêche quelqu'un de passer par la mesure du soutien au travailleur autonome, d'être accompagné et en même temps, pouvoir être dans d'autres organismes qui font partie de l'écosystème pour l'aider à se propulser plus rapidement ou réseauter, aller chercher aussi. Parce qu'un entrepreneur, là,
une des premières choses, puis c'est le fun que on a commencé par parler de communication et marketing, qui était ce que tu avais étudié à l'université, mais ça fait partie du réseautage. Donc, je pense que le réseautage est un must, là, si on peut prendre le terme anglais, pour tout entrepreneur. Savoir bien s'entourer, là, c'est important parce qu'il arrive un problème, ben, tu connais l'avocat, tu connais le comptable, tu connais un tel, tes boîtes de com ou les gens qui peuvent t'aider avec ta plateforme informatique, comme là, c'était plus facile pour toi, Ouais. là. C'est plus facile pour toi. Donc, ça, c'est au niveau du réseautage. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que tu en fais? Et si tu en fais, est-ce que tu en privilégies certains réseautages versus d'autres? Parce que tu ne veux pas non plus que ça devienne un bouffe-temps, là, ce réseautage-là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est sûr que dans l'incubateur, j'ai rencontré beaucoup D'autres de monde, entrepreneurs? d'autres entrepreneurs, et puis même des entrepreneurs, ben, des cohortes passées qu'on rencontrait là-bas. J'en ai fait beaucoup pendant un temps, mais là, depuis quelques années, j'en fais beaucoup moins parce que mon réseau est déjà là. Et puis j'en ressens moins le besoin aussi d'aller chercher ben, d'autres contacts ou de créer des nouveaux liens. Souvent, ça va être des gens qui vont me contacter aussi. Donc, je suis quand même contacté par LinkedIn, par des gens. Donc, c'est un peu du réseautage inversé. Là, c'est des gens qui viennent à moi. Et puis, des fois, c'est juste pour échanger sur un projet qu'ils ont ou ils veulent lancer quelque chose ben, qui se rapproche un peu de ce qui est déjà fait. Euh, donc, on échange. C'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles là, je peux pas échanger. Je peux pas conseiller encore là, au niveau contractuel sur le domaine de l'habitation, mais sur le domaine de l'entrepreneuriat, euh, j'échange comme ça aussi. Donc j'en fais beaucoup moins, mais j'ai gardé des liens et des relations avec ceux que j'ai rencontrés par le passé. Et le réseautage se fait plus par le biais de ces gens-là maintenant. Donc admettons que si je cherche quelqu'un pour faire telle tâche ou pour m'aider ou me conseiller dans telle chose, ben je sais à qui je vais le demander. Et puis je sais qu'ils vont pouvoir me conseiller me référer à une ou deux personnes. Donc, ça se passe plus comme ça pour moi en ce moment. De ce que je connais de Guillaume, j'imagine que quand ton projet présentement va avoir vraiment pris son envol, tout roulé tout seul, parce que dans le fond, il y a beaucoup d'automatisation là-dedans. Là. Tu n'as pas Oui, tant d'intervention que ça à faire pour satisfaire les besoins de tes clients. Et satisfaire les besoins aussi de tes partenaires, parce que oui. c'est des clients partenaires. Donc, il y a sûrement d'autres idées qui s'en viennent avec, avec tes projets. Oui, j'ai d'autres idées là. C'est sûr que le fait que le contexte du marché de l'auto euh, soit ce qu'il est, ben, ça m'a fait regarder aussi d'autres choses connexes, donc que je regarde aussi en même Ben, temps ça là, crée d'autres opportunités. que je surveille, c'est ça. Donc là, je regarde un peu à un autre domaine là, parce que je fais beaucoup de routes en ce moment et puis je vois beaucoup de compagnies de remorques sur le bord des autoroutes, là, compagnies de location ou de vente de remorques. Puis quand on cherche location de remorques, c'est juste une compagnie américaine qui sort tout le temps là, sur les moteurs de recherche. Donc, je regarde UR. ça aussi avec mon équipe pour essayer de voir si on ne peut pas créer un petit quelque chose là, pour cette industrie-là, en attendant que l'automobile là, reparte un peu mieux pour nous. Donc, je regarde d'autres domaines aussi à côté. Là. Okay. Un aspect que j'aimerais te parler, parce que tu as eu plusieurs entreprises, est-ce que tu as participé à certains concours entrepreneuriaux au Québec? Oui, je me souviens plus du nom malheureusement là, d'un concours, là, mais c'était un concours intéressant par le ministère de l'économie. Le concours québécois d'entrepreneuriat, Oui, qui aujourd'hui exactement. s'appelle le concours Ose entreprendre. Oui, exactement. Aux Okay. entreprendre, c'est ça. Et puis c'était ben, un très bon concours là déjà. La documentation qu'il fallait fournir était quand même intéressante à faire. Elle forçait à se questionner. Donc le processus avait été intéressant au niveau de la sélection. Euh, le, le pitch et puis les questions avaient été très Bénéfique. intéressantes aussi, très formateurs. Ça avait été très challengeant. C'était pas moi qui l'avais fait, c'était mon associé. Et puis finalement, on avait gagné la bourse. C'était 25 000 dollars qu'on avait gagné. Je connais bien le projet. Ça avait été J'en vraiment fais, intéressant. Et je fais puis, partie du comité organisateur depuis OK, plusieurs années.
Mais je suis content que tu le dises. C'est pas moi Ouais. qui ai eu à le dire. Oui, oui, c'est ça. Mais je sais ce que tu veux dire. Ça te permet de revoir ton pitch, Ouais. revisiter votre plan d'affaires et de répondre à une multitude de questions de la part d'un jury Ouais. qui sont là pour vous cuisiner. Et c'est vraiment cuisiner, parce que c'était vraiment des questions difficiles. Je pense que c'était les questions après pitch les plus difficiles qu'on avait eues. Que vous avez eu. Et puis, c'était des questions vraiment fortes. C'est-à-dire que, OK, là, tu nous as fait un pitch, on comprend, tu as déjà des ventes, on comprend, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas encore fait ça? Puis là, mon associé, là, Dominique, il avait quand même bien répondu, il avait bien relevé, mais il avait quand même encaissé les coups. Et puis, ça s'était quand même très bien passé, je pense, parce qu'on avait eu la chance d'avoir la bourse. Mais au-delà de la bourse, là, je pense que l'expérience comme telle là, fait d'à peu près tous les participants là, de ce concours-là des gagnants. Ah, exactement. Juste de passer à travers la fameuse cuisine. Parce que même dans cette cuisine-là, ben, indirectement, c'est des questions. Ils ne voulaient pas nous piéger. Ils voulaient nous faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est des choses que j'ai en tête dans mes projets. Donc, c'était vraiment intéressant. Là, ce n'était pas pour empêcher l'entrepreneur d'avoir de la bourse. Ce n'était pas pour l'éliminer à la dernière étape. C'était pour continuer à le faire cheminer, puis le faire appuyer sur l'accélérateur et puis aller vers une autre avenue. Là. Donc, c'était intéressant. Ou l'aider à découvrir ses angles morts. Non, exactement. Qu'il n'a pas vu. Exact. D'ailleurs, je vais te ramener dans le passé. Quand tu as fait ton pitch, qu'on appelle pour la mesure STA, tu passes devant un comité, puis c'est ce comité-là qui va décider si oui ou non tu te qualifies pour l'année que tu seras pris en charge. C'est la même chose. Parce qu'on va te cuisiner aussi. On va essayer de voir est-ce que tu as pensé à tous tes angles morts? Est-ce que ton marché cible, tu l'as validé un peu, même si on va t'aider à le valider davantage là, lorsque tu vas embarquer. Mais c'était quand même assez. En tout cas, je ne sais pas si toi, le pitch avait été une épreuve un peu difficile à passer, là. Mais ça n'a pas été une épreuve difficile là, parce que je m'y étais préparé. Et puis, comme j'ai étudié en communication, c'était quand même un peu plus simple peut-être que pour des personnes qui n'avaient pas ce bagage-là. Mais c'est sûr qu'on comprenait qu'ils voulaient vérifier qu'on savait ce qui nous attendait après le pitch. Donc, il fallait montrer que on avait bien fait nos devoirs, qu'on savait ce qui nous attendait, c'était quoi nos prochaines étapes. Il fallait que ça soit cohérent quand même. C'est-à-dire que ce n'était pas juste des lunettes roses. Là. Il fallait savoir quels allaient être les prochains défis. Et puis montrer qu'on savait où on s'en allait finalement. Mais c'est sûr qu'après, j'ai dû dire des énormités là, dans ce speech-là, mais après, on avait les moyens et puis le soutien pour les corriger et puis se faire réorienter rapidement aussi. Là. Écoute, Guillaume, je suis tellement content que tu fasses partie des ambassadeurs de la mesure soutien travailleur autonome. On est fiers de candidats comme toi qui ont passé chez nous. Et je te remercie encore de ton passage. Je te souhaite tout le succès que tu mérites pour ton nouveau projet. Et je vais te laisser le mot de la fin, Guillaume, pour les futurs entrepreneurs. Alors, vas-y avec ton pitch d'inspiration. Oui, déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation aussi. C'est vraiment bien. On a pu balayer quand même beaucoup de sujets. Je pense qu'ils sont tous très intéressants puis très nécessaires pour les entrepreneurs actuels puis les futurs entrepreneurs à avoir à l'esprit. Et puis, le seul conseil que j'aurais là aux personnes, c'est de se lancer. Chaque année qui passe, c'est de plus en plus le meilleur moment de se lancer parce qu'il y a plus de structures, il y a plus de soutien, on a accès à beaucoup plus d'informations. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas se former à la programmation tout seul. Maintenant, il y a des cours avec 80 ou 100 heures. 100 heures, on peut se former, puis savoir un langage, programmer, créer son produit. Donc, tout est possible. Et puis, chaque année, de plus en plus de choses deviennent encore possibles. Donc, moi, le seul conseil que j'ai là, c'est prenez les ressources qui sont disponibles, renseignez-vous, formez-vous, parlez de votre projet. Les gens, souvent, ont peur de parler de leur projet parce qu'on va leur voler leurs idées, mais quelqu'un a déjà ton idée. Quelqu'un l'a déjà. Ce n'est pas ici, c'est à l'extérieur de la province. C'est dans un autre pays. Il travaille déjà dessus. Il y a une compagnie qui travaille déjà dessus sur ton idée. Donc,
parle-en. Au pire, tu vas gagner du temps. Tu vas avoir des petits cues qui vont te permettre de faire un pas de géant d'ici 2 mois, mais tu ne le sais pas. Il faut Mhm. que tu en parles. Donc, c'est un peu autour de ça, là, mes conseils. C'est très général. Mais moi, en tout cas, je les ai appliqués et ça m'a porté chance. Donc, et puis, je vais les réappliquer pour ce projet-là et puis les autres projets que je vais avoir aussi. Mais c'est sûr qu'on a une recette qui est relativement bonne. On essaie tout le temps de la recréer, là, puis on va y ajouter quelques petites épices, Exact. épices du jour pour que la rende tout le temps meilleure dans un processus d'amélioration continue. Alors, encore une fois, merci, cher Guillaume, puis je vous souhaite bonne chance, puis j'irai voir sur votre plateforme lorsque j'aurai besoin de mon véhicule Oui, si je peux avoir ces bénéfices-là. Ben, moi, je trouve ça intéressant, là, ce que vous avez à offrir. Donc, ça a toute la chance du monde. parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.